Merci Irma. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Gaëlle Jourdan. Je fais partie de la table ronde. Je ne vais pas voler le rôle des modérateurs, modératrices. Juste le plaisir de vous accueillir, de vous donner peut-être 2 points de contexte. Nous sommes au Pont de la Machine. C'est un ouvrage SIG et cette table ronde s'inscrit dans un événement que l'équipe RH, notamment d'acquisition des talents, a souhaité organiser, qui s'appelle Parlons Métiers. Avec une volonté de pouvoir profiter de ce beau lieu pour se rapprocher de la population genevoise et d'être à l'écoute pour parler de nos métiers conseillés. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce bel environnement dans ce salon d'exposition. Et puis deuxième élément sur le lieu même, comme ça si on ne répond pas tout à fait à la question de comment on va travailler en 2030, vous aurez appris peut-être quelque chose. Donc c'est l'ouvrage le plus ancien de Genève. Historiquement, on est parti pour un moment, parce que comme ça, c'était une station de pompage qui visait à alimenter les fontaines de la ville. Donc là, on est en 1880 et des poussières. Et puis ensuite, ça a été transformé en centrale électrique. Donc il y avait bien une vocation industrielle et qui avait pour but d'alimenter principalement l'éclairage public. Et puis ensuite, SIG, ça a été racheté par SIG, l'a exploité et l'activité industrielle a cessé. Elle s'est décalée au quai du Seget. Et l'endroit nous appartient toujours, mais a été transformé d'une part en partie commerciale et là où nous nous trouvons, en salon d'exposition. Et donc aujourd'hui, ce sont toujours des collaborateurs, collaboratrices SIG qui exploitent et qui mettent en scène cette magnifique exposition avec les équipes de communication. Mais on comprendra bien qu'ils n'ont pas tout à fait le même métier et les mêmes compétences que nos électriciens du début du siècle. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne table ronde et je passe la parole à Irma Danone, qui est une grande journaliste, bien aguerrie à la modération, et qui est aussi dans le conseil de fondation Nomade, puisque c'est effectivement un événement conjoint entre SIG et Nomade, puisqu'on travaille ensemble sur la prospective des métiers, ce qui nous amène dans cette série de tables rondes pour discuter ensemble de l'évolution des métiers. Voilà. Merci beaucoup, mais je ne suis pas toute seule ce soir pour animer cette table ronde, comme vous le voyez, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous le rédacteur en chef adjoint du magazine Bilan, Frédéric Thomasset, qu'on peut saluer. On peut applaudir, s'il vous plaît. Et donc, vraiment, merci. Alors, on n'est pas devin, malgré mon prénom, on ne va pas vous lire l'avenir, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion qui est faite aujourd'hui en matière de professionnels. On a vraiment envie de savoir où est-ce qu'on va. Beaucoup de gens se posent des questions, et là, on a tout un cycle de conférences où on essaye de savoir comment faire, et on se rend compte qu'il faut essayer peut-être d'innover pour comprendre quelles sont les compétences dont on va avoir besoin dans le futur, et comment on peut les adapter. Ces questions-là, vous les posez, nous les posons, les SIG se les posent avec la Fondation Nomade, et il y a un article qui a été écrit il y a peu par Frédéric Thomasset qui va pouvoir nous donner des éléments, mais laissez-moi vous présenter d'abord, faire un petit tour de table. Alors, Gaëlle Jourdan-Houry, elle est, comme vous le savez, au SIG, directrice des activités talent et développement, des relations humaines, et non pas des ressources humaines. Vous êtes à la direction des relations humaines, donc à SIG. Et c'est très important, votre objectif pour vous, c'est que l'entreprise devienne inclusive et centrée sur les compétences, d'où l'importance d'une discussion comme celle qu'on va avoir ce soir. On peut l'applaudir. Les applaudissements, ça donne un petit peu de rythme comme ça. Et puis si vous commenciez à vous endormir, ça vous réveille tout de suite. Christian Auberson, alors vous êtes président de l'association des professionnels en ressources humaines de Genève, HR Genève. Vous êtes expert en management des personnes, mais aussi de la performance des organisations, ainsi que des dynamiques de fonctionnement des équipes, qui sont ou dirigeantes ou opérationnelles. Vous avez eu des fonctions de direction chez Firmenich et au Crédit Suisse. Ça fait de vous quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, tant au niveau suisse qu'au niveau international. Vous avez une formation en psychologie et vous êtes associé chez RH Conseil SA maintenant depuis plus de 15 ans. Et ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir valoriser et réussir à recruter les vrais talents. Et c'est un défi
aujourd'hui de pouvoir le faire en essayant de comprendre quels sont les besoins des deux côtés. Et puis nous avons Antoine Pictet. Alors vous êtes business director chez Dreamscape Immersive. C'est une société, je ne sais pas si vous avez regardé avant de venir faire cette table ronde, mais c'est une société qui est vraiment leader dans le domaine technologique virtuel, immersif. Ça veut dire qu'on se met en situation. Et entre autres, ils sont très impliqués dans le domaine de l'éducation. Vous allez voir, c'est très intéressant de découvrir ce qu'ils font, voire même passionnant. Et puis, Édouard Jeantat, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur de psychologie du développement. Vous êtes aussi vice-doyen de la faculté. Vous avez écrit, vous êtes auteur et co-auteur de plus de 100 articles sur ces questions-là. Et vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS. Et donc, c'est fascinant d'aborder ce sujet-là sous l'aspect psychologique. Vous allez le voir. Alors, comme je vous l'ai dit, Frédéric Thomasset s'est intéressé à cette question, comme tous les journalistes le font. Et on sait déjà qu'on est dans une courbe démographique, enfin une courbe négative. Il y a plus de gens aujourd'hui qui sortent du marché du travail que de gens qui y entrent. Et donc, on sait déjà qu'il nous manque de la main-d'œuvre. Ça se chiffre à combien, Frédéric ? Oui, alors je vais juste amener quelques éléments de contexte par rapport à la thématique. D'ailleurs, j'ai croisé tout au long de l'année 2022 plusieurs de ces personnes-là dans différents articles parce que voilà, c'est des gens qui ont un avis, un point de vue intéressant sur ces chiffres. Il faut voir que dans le domaine, en 2022, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits, je pense, au moment de juin, où en fait, pour la première fois, la barre des 100 000 emplois vacants avait été passée en Suisse. Et là, toute la presse c'est un petit peu emparée du sujet. C'était vraiment une barre symbolique qui a été passée donc, l'année dernière. Et puis finalement, on a vu tout au long de l'année que ça s'est poursuivi un peu sur la même dynamique. Je pense qu'on a fini vers les 120 000, ou en tout cas, c'est des chiffres qui sont sortis. Je lisais d'ailleurs, avant de venir, une chronique d'un expert en la matière qui parlait de projections qui pourraient amener à 500 000 postes, 500 000 travailleurs qui feraient défaut d'ici à 2030. Donc on arrive aussi sur notre thématique. C'est un constat qui, je ne sais pas s'il doit être effrayant, c'est un constat. Et qui doit nous amener à nous poser des questions finalement concernant les réponses qu'on peut y amener. Qui peuvent, là ça va être l'objet de la discussion, qui peuvent se trouver au niveau peut-être de la formation, de l'organisation des entreprises. On peut amener plein de choses en espérant qu'on puisse créer des dynamiques intéressantes. Et puis moi, je voulais entamer cette discussion en posant une question à Madame Jourdan concernant concrètement la situation des SIG. Alors au cours de nos échanges, j'ai appris dans l'année que ce qui ressort, c'est que d'ici à 2030, vous allez faire face à 700 départs dans l'entreprise. Et je voulais voir si finalement, quelle question ce constat vous pousse à vous poser, vous, au SIG, et comment est-ce qu'on se saisit de ce défi ? Alors, effectivement, pour reprendre, alors on n'a pas peur, hein, tout va bien, mais effectivement, on va faire face à des départs massifs qui sont les baby-boomers qui partent. Hein, l'effet démographique, il est effectivement mondial. À SIG, il est un peu plus accentué parce qu'on a très peu de démissions, parce que c'est une très belle entreprise et qu'en général, on fait carrière. Je pense que personne ne pourra démentir, et ce qui provoque un départ massif, puisque ça correspond à peu près à presque 45% de notre effectif. On est 1700 collaborateurs, collaboratrices autour de 145 métiers. Ceci étant dit, ça fait déjà 2-3 ans qu'on a pris les choses en main. Et je dirais que la principale préoccupation, on sait que l'attractivité, la rétention des talents, on y viendra certainement, est clairement un enjeu pour toutes les raisons qu'on a énoncées. Mais c'est déjà de comprendre finalement de quoi SIG aura besoin. Puisque les impacts et les évolutions technologiques et numériques, y compris sur les métiers techniques, sont importants, et finalement ça a changé l'état d'esprit. Et ce qu'on amène en tout cas à RH, et qu'on a commencé, on est en train de finir aussi des pilotes, c'est d'amener les managers et les décideurs et les gens du business à réfléchir à comment on va travailler demain. Une seule certitude, c'est qu'on ne travaillera pas comme hier, même si on est sur un business d'investissement très long terme, hein, sur des réseaux, on part pour 50 ans. Néanmoins, d'amener les managers et les gens du terrain à réfléchir pour dire finalement,
de faire de la prospective, ce qu'on appelle la prospective métier, en tissant un peu des scénarios très différents, afin ensuite d'arriver sur un niveau de compétence pour justement anticiper ce renouvellement et les préparer. Alors vous dites, on ne travaillera pas comme aujourd'hui. Quant aux compétences, on doit savoir de quoi on va avoir besoin. Mais est-ce que la réflexion, elle se pose aussi au niveau du fait de la transition avec un passage de relais, puisqu'on sait qu'il va y avoir 700 départs. Est-ce que vous essayez d'engager ou vous réfléchissez pour que les gens puissent venir et qu'il y ait des compétences qui sont déjà acquises par des gens qui sont dans la maison depuis longtemps, qui ont une certaine valeur aussi, l'expérience. Est-ce qu'il y a une transmission qui est prévue? Alors effectivement, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ces effets démographiques et de transition, mais il y a aussi un enjeu d'intégration, puisqu'on va avoir, on sait que les jeunes d'aujourd'hui ont une vue tout à fait différente du monde de l'entreprise. Et ce qu'on observe déjà, parce que c'est déjà le cas, c'est que entre les personnes qui ont déjà 20-25 ans d'expérience et ceux qui en ont, à plus fortiori 40, qui ont des compétences extrêmement précieuses, parce qu'on a un risque de perdre ces compétences, et l'intégration de ces, parce qu'on va arriver à les intégrer, qui seront très contents de venir chez nous. Et l'écueil sur lequel on a un grand point d'attention, c'est de ne pas créer de SIG en fait. Les SIG de ceux qui sont là, qui connaissent bien l'entreprise, connaissent bien le métier, qui passent un peu leur vie ensemble, et puis ces jeunes qu'on recrute déjà et qui ont tout à fait une autre vision. Et là, on est plus dans l'avenir du monde du travail, qui demande plus de flexibilité, qui demande plus d'inclusivité, où on a déjà des chocs un peu de génération. C'est la raison pour laquelle on essaye de les faire travailler ensemble. Je ne sais pas si je développe jusqu'au bout, mais sinon ça risque d'être long, mais qu'on essaye vraiment de mettre les personnes qui sont là depuis un moment, ça s'appelle du reverse mentoring, dans différents espaces pour les faire réfléchir ensemble. Avant-hier, on a fait des ateliers de prospective et on a mis des jeunes stagiaires avec des gens de la distribution électrique pour réfléchir ensemble et voir comment ils peuvent mieux travailler, chacun amenant finalement sa pierre à l'édifice, les plus anciens leurs connaissances techniques, et puis les jeunes, une connaissance numérique, une appétence pour tout ce qui est digital, etc. etc. Je vais peut-être passer la main à Monsieur Auberson. Vous êtes témoin de toutes ces évolutions, vous les constatez, vous les analysez, vous y réagissez. J'ai posé un constat global, mais qui ne dit pas que forcément tous les secteurs ne seront pas impactés de la même manière, tous les secteurs ne doivent pas repenser la chose de la même manière. La question des métiers liés à la transition écologique sont extrêmement intéressantes et là on risque d'avoir des pénuries. Mais je voulais voir vous, en tant que président RH, quel regard vous portez sur ces évolutions et si elles vous inquiètent, si elles vous motivent, si vous voyez la réponse. Alors, évidemment que j'observe ça et enfin, la seule chose que moi je sais, c'est que les choses changent. Voilà. Mais par contre, je ne sais pas répondre à cette question, comment on va travailler en 2030, j'en ai absolument aucune idée. Désolé, mais ce que je sais aussi, c'est que par rapport à ces problématiques, et c'est bien que vous le souleviez, c'est qu'aujourd'hui, on a une qualité dans notre monde, c'est qu'on veut des solutions simples à des problèmes compliqués. Puis on adore les trucs tarte à la crème, solutions uniques partout. Et je pense que ce qui nous aide vraiment pas aujourd'hui pour discuter très pragmatiquement du monde du travail demain, c'est les experts. Alors on m'est présenté comme un expert, donc zut. Mais c'est les experts, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tout le monde qui a une opinion sur ce qui va arriver. Et puis la deuxième chose qui ne nous aide pas, c'est les buzz. Donc il y a toutes les semaines un nouveau truc, le loud quitting, le silent quitting, le machin quitting, le bidule, le truc. Puis ça fait le tour de tous les réseaux sociaux, puis on a l'impression qu'on découvre le monde. Et qu'il y a des trucs nouveaux, que tous les vieux ils sont tellement stupides qu'ils ont travaillé sans comprendre ce qu'ils faisaient pendant des années parce qu'ils n'avaient pas besoin de sens, que les jeunes, je pense que c'est à cause de Tchernobyl, ils ont un cerveau différent. Et c'est des espèces de drôles de trucs qui ont besoin d'être motivés, puis qui aiment faire un bon travail. Puis on se brasse ça dans la tête tout le temps. Puis pendant qu'on fait ça, on ne s'occupe pas de résoudre vraiment le problème qu'on a, qui est de dire comment est-ce qu'on va continuer à avoir une économie, des entreprises, des organisations qui sont humano-compatibles. Parce que c'est la seule chose qui est intéressante finalement. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir travailler dans les organisations. Pour attirer des gens, il faut qu'elles soient attirantes, il faut qu'on ait du plaisir, il faut aussi qu'on y bosse. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens, quand on parle du monde du travail, qui ont l'impression qu'en fait, je le disais encore l'autre jour, moi, quand j'étais jeune, le travail, c'était la santé. Après, le travail pouvait rendre malade, puis maintenant, le travail est une maladie. Donc, les gens qui travaillent sont totalement débiles. Parce que et si on le fait, c'est qu'on est forcé, c'est qu'on n'a pas le choix, etc. Il n'y a personne qui a du plaisir dans ce qu'il fait. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de ça pour avancer. Donc, 100 000, 120 000, c'est un chiffre qui
qui pour moi qui doit nous amener à réfléchir, mais de manière hyper pragmatique. Il faut qu'on sorte aussi peut-être un peu de la fainéantise suisse qu'on a depuis quelques décennies, c'est que chaque fois qu'on a besoin de main-d'œuvre, on l'importe. Ce qui est quand même la solution un peu facile. Il y a qu'à penser à la santé, à d'autres endroits où à chaque fois qu'on a besoin de monde, on les fait venir, et puis parce qu'on a notre niveau de vie, etc. Peut-être qu'il faut qu'on ait un peu au-delà de ça. Et il faut aussi que les entreprises et les autorités réfléchissent un peu au-delà de ça. Et puis qu'on implique aussi un peu les jeunes dans la réflexion. Parce que, en m'asseyant ici, désolé, parce que je suis peut-être le plus vieux autour de la table, mais il n'y a pas de jeunes ici qui sont assis dans cette table ronde pour nous parler de ça. Il n'y a pas de millennials, pardon. Ils sont au premier rang. Ils sont pas dans la table ronde. Et on devrait peut-être de temps en temps les inviter aussi à nous dire ce qu'ils en pensent, parce qu'on parle beaucoup à leur nom. On parle beaucoup à leur place, mais on ne leur demande pas souvent de s'exprimer. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une compréhension maintenant, une évolution au niveau des ressources humaines, des besoins. Alors, on le dit sous le terme de l'humour, comme quoi ils cherchent un sens à leur travail, mais c'est quelque chose qui est devenu concret pour qu'une entreprise devienne attractive, pour avoir les... Parce que si on manque de personnel, il faut qu'on puisse trouver les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences, et puis il faut réussir à les garder. Donc, quel constat vous faites quand vous parlez, puisque vous êtes président des ressources humaines, entre vous, quand vous discutez entre les différents présidents des régions, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a un constat commun qui est fait? Est-ce qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de s'appliquer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je vais faire attention parce qu'il y a la présidente de HR Suisse qui est présente ce soir, donc c'est ma boss, donc je vais faire attention. Bonsoir. En fait, le constat qu'on fait, c'est un peu celui que j'ai fait avant, c'est-à-dire qu'on sait que ça change, mais aujourd'hui, il y a des réalités très très différentes en fonction des secteurs, en fonction des métiers, en fonction même des régions en Suisse, et que justement, ce que nous on essaye de faire, les ressources humaines, qui est quand même à la fin une fonction assez pragmatique, même si elle se fait souvent dézinguer par les médias en ce moment, mais c'est une fonction assez pragmatique, c'est qu'on cherche de trouver des solutions qui sont adaptées à la réalité du terrain du moment. En dehors de toutes les grandes... C'est pas le rôle des RH, en fait, de faire ces grandes réflexions, c'est le rôle des universités, il y a d'autres personnes qui le font. Et pour faire des choses très concrètes, il faut descendre vraiment dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut, il faut demander aux personnes. Et puis, il faut travailler pour trouver des solutions. Les SIG ont parlé de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est des choses, et ce que les SIG vont faire, ça va peut-être pas forcément s'adapter à une autre structure. Et c'est là où on a besoin toujours, et heureusement, de l'humain. C'est qu'il ne suffit pas d'acheter un logiciel ou un consultant pour faire les choses. Il faut vraiment travailler sur la base de sa réalité. Et c'est ce que les ressources humaines essaient vraiment de défendre aujourd'hui dans les entreprises, c'est ça. C'est de se dire comment est-ce qu'on part de notre réalité et puis on sort un peu des gimmicks et puis des modes et puis des grands trucs qui sont un petit peu partout dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est pas facile, parce que quand je parle avec mes collègues, évidemment... les patrons d'entreprise ou nos conseillers d'État, quand on parle de l'État, ils lisent aussi les mêmes journaux, puis ils entendent parler d'un truc, puis ils disent « mais pourquoi vous ne le faites pas ?» On ne le fait pas parce qu'on pense que ça ne fait pas de sens. Et il faut lutter de temps en temps pour garder un peu de bon sens. Il y a du sens, mais du bon sens aussi, et de temps en temps, on le perd un peu dans le domaine des ressources humaines. Antoine Pictet, Christian Auberson a parlé de cette volonté, il a employé le terme fainéantise, mais de la volonté de trouver aussi les ressources, la main-d'œuvre ici en Suisse, et ça pose forcément la question de la formation, de comment savoir peut-être comment former des gens qui sont sortis du monde du travail, qui doivent y revenir, donc formés tout au long d'une carrière, comment finalement rendre cette formation efficace, et finalement quelles sont les directions que vont prendre cette formation à l'horizon 2030. Si je vous pose la question, c'est parce que vous êtes engagé dans ces questions-là, et j'aimerais avoir votre avis et par rapport à ces enjeux de formation. Alors je dirais que sur l'enjeu de la formation, on a une spécificité qui est due à notre domaine et au fait qu'on essaie d'inventer ou de réinventer, en tout cas, la manière dont on appréhende certains métiers. C'est-à-dire qu'on a besoin tant de compétences techniques ou technologiques avec lesquelles on travaille, pour lesquelles il faut un parcours ou un cursus, j'ai envie de dire, assez standard. Aujourd'hui, les universités, et particulièrement en Suisse, sont plutôt à la pointe de l'enseignement. À compétences égales, ce qui change entre les compétences qu'on trouvera ici, qui ne sont pas forcément simples à trouver. Évidemment, je parle de compétences techniques comme ce qu'on appelle des game designers, donc des gens qui vont travailler sur des environnements, donc qui sont des profils très, très techniques. On les trouve.
on les trouve un petit peu moins chers que de l'autre côté de l'Atlantique, puisque forcément, aux États-Unis, les prix sont tirés vers le haut par les GAFA et consorts qui doivent aussi se battre pour ce type de profil. Donc, mécaniquement, ça coûte plus cher. Donc, on n'a pas à rougir des compétences qu'on a ici. Il y a, je pense, des écoles et des formations qui se développent de plus en plus dans certains métiers techniques ou technologiques, de plus en plus. Et je dirais aussi que, pour remettre un petit peu de contexte sur ce que fait Dreamscape Immersive, on offre, pour résumer, des expériences de réalité virtuelle. On offre quelque chose, un environnement, des interactions, le côté humain, on y reviendra tout à l'heure, mais évidemment extrêmement important pour nous, le côté social. L'homme est un animal social et il faut souvent en tenir compte dans beaucoup de domaines. Mais ce que vous pouvez dire, c'est que Dreamscape Immersive, c'est pas juste pour s'amuser et pour jouer. Il y a un côté vraiment d'apprentissage et d'expérience qui laisse des traces sur la mémoire. Alors, ça a commencé avec le divertissement. Les gens nous disent souvent, vous faites de la réalité virtuelle. Non, notre métier, c'est pas de faire de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, pour nous, c'est un outil. C'est un outil pourquoi ? C'est un outil pour raconter des histoires, pour créer des émotions. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va utiliser ces émotions et dans quel but ? Néanmoins, la raison pour laquelle on a commencé dans le domaine du divertissement, c'est aussi pour comprendre quel était le langage, puisque c'est un langage à la première personne, par opposition à un langage à la troisième personne. Quand on va voir un film, on le voit en même temps que 300 ou 400 autres personnes dans la salle. La réalité virtuelle permet non seulement de faire ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, mais aussi de le faire à la première personne, donc d'avoir tous une expérience différente. Donc on a commencé effectivement dans le divertissement, mais pour comprendre comment est-ce qu'on allait raconter ces histoires et créer ces émotions. Et pour faire très rapidement le parallèle avec ce que je disais avant en termes de compétences, on a besoin autant de compétences techniques que de compétences qui sont plus basées sur des soft skills. Aujourd'hui, raconter une histoire, alors certains peuvent le faire mieux que d'autres. On a eu la chance d'avoir des partenaires américains et hollywoodiens, et s'il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils savent comment raconter des histoires. Néanmoins, ce type de profil... Vous le dites pas, je vais quand même le dire. Donc, dans les partenaires américains qui savent raconter des histoires, c'est quand même Spielberg qui a eu un vrai coup de cœur pour l'entreprise et qui a décidé d'investir. Et une partie des gens qu'il connaît ont décidé de travailler carrément pour vous, avec vous, pour développer l'entreprise. Absolument, on a eu cette chance-là et aujourd'hui on a une période clé où on essaie de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser notre plateforme immersive, notre technologie, notre manière de raconter des histoires et de créer des émotions pour d'autres domaines comme l'éducation, on va y revenir. Et je terminerai juste en disant que la réalité virtuelle, les gens pensent que c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas vraiment le cas. Le matériel de réalité virtuelle existe quasiment depuis les années 50. Évidemment, ça évolue et c'est exponentiel comme toute technologie. Mais surtout, on est à l'opposé du concept de ce que les gens pensent savoir de la réalité virtuelle aujourd'hui, où souvent elle est associée à l'image d'un ado prépubère qui va se couper du monde réel avec son casque et qui va se couper finalement de tout aspect social. Nous, on est à l'opposé de ça, puisque notre but, c'est de trouver une raison pour laquelle les gens vont se déplacer et venir vivre quelque chose chez nous qu'ils ne pourront pas vivre à la maison. Puisqu'il s'agit vraiment de ça, et c'est ça la différence qui va créer de l'émotion, c'est le fait de vivre quelque chose de l'intérieur de manière complètement immersive qui va avoir un effet assez phénoménal sur le cerveau en utilisant des petits tricks assez simples, mais néanmoins qui peuvent avoir un impact assez fort. Edouard Janta, dans le petit mot d'introduction que j'ai donné au début, j'ai parlé de petites pistes de réflexion, et notamment dans ces pistes de réflexion, il y avait les questions des organisations, du travail, de comment on peut travailler à son évolution, à rendre aussi le travail plus attractif. Et je voulais voir en fait avec vous quelle place avait la psychologie du développement en l'occurrence, dans ce monde du travail. Comment est-ce qu'on peut rallier les deux et qu'est-ce que ça peut apporter ? Alors, la dimension éducative, puisque les futures personnes qui rentrent dans les entreprises, ils sortent de l'uni, ils sortent de l'école, ou ils sortent de cycle, enfin de collège, tout un tas de formations. Et pour moi, une des grandes compétences qui était un peu mise de côté dans le domaine de tout ce qui était l'éducation, formation, c'est tout ce qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles. Et là, il y a quand même depuis 10-20 ans toute une littérature scientifique qui montre que ces compétences-là, c'est-à-dire identifier, comprendre, réguler les émotions, soi-même et puis avec les autres, sont essentielles dans tout un tas à la fois la santé mentale et à la fois les performances scolaires ou académiques. Et maintenant, on s'aperçoit que ça s'entraîne, c'est la bonne nouvelle. Il y a des grandes différences entre les gens, évidemment. Il y en a qui font des métiers, c'est plus facile que d'autres. Ou, voilà, il y a des talents qui sont spécifiquement, mais ça s'entraîne dès la maternelle, même dès les crèches.
il y a tout un tas de pays qui commencent à travailler explicitement sur cette capacité à identifier, comprendre les causes, les conséquences, les réguler, enseigner des différentes stratégies de régulation. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment une compétence clé, parce que cette compétence clé va être essentielle par quelque chose qui va arriver quand même, c'est que maintenant, il y a une accélération de tous les process et de toutes les crises. Et il va falloir, et on ne fait pas trop ça à l'école, apprendre aux jeunes, dès le plus jeune âge, à travailler avec, donc, grâce à leurs compétences sociales en commun pour résoudre des problèmes complexes qu'on n'a pas l'habitude de résoudre. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir... il faut le faire, c'est le bas de gamme, mais la technologie va nous aider très rapidement à résoudre tous les algorithmes de base dont on sait bien. Mais maintenant, avec la pandémie, il y a tout un tas de choses qui arrivent extrêmement rapidement. Il va falloir que les gens développent avec leurs compétences socio-émotionnelles une capacité à travailler ensemble de manière coopérative, extrêmement rapide, en présentiel ou à distance, pour trouver une solution, voyez, où il n'y a pas de personne ne sait la réponse. Et ça, c'est quelque chose de... Il n'y a rien de nouveau, hein. Sauf que maintenant, ça devient intense avec la crise. Enfin, je veux dire, là, on va arriver sur des crises au niveau environnement. Il va falloir trouver des solutions très rapidement. Et on ne pourra pas faire ça tout seul. Il va falloir travailler de façon collective avec tout un tas de, notamment, par exemple, l'immersion, les réalités virtuelles. Ça peut être un formidable outil pour incarner des situations qui seraient totalement nouvelles et entraîner les gens à y répondre très rapidement. Mais pourquoi plus maintenant qu'aujourd'hui? Comme vous dites, on a Parce qu'il pu collaborer. il y a de plus en plus de crises rapides qui maintenant, avec la convergence tech et bio, enfin je veux dire convergence neurosciences, nouvelles technologies, vous voyez, ChatGPT, c'est arrivé il y a 6 mois, boum, voilà. Nous, ça a des conséquences dans tous les domaines. Le Covid, tous les domaines, les crises climatiques arrivent, donc il va falloir répondre très très rapidement et on ne pourra pas le faire tout seul. Typiquement, la réponse mondiale, personne n'a résolu un problème. C'est vraiment une mise en commun de toutes les compétences dans plein de pays où on a pu trouver une solution, avec plein de défauts, tout ça. Mais il va falloir apprendre, j'imagine, pour toutes les organisations, c'est la même chose. Les gens que j'embauche, je ne vais pas pouvoir les mettre dans un coin puis ils vont résoudre tout le problème tout seuls. Des fois, on a besoin de ça. Mais à la sortie, il va falloir qu'ils communiquent avec les autres pour trouver la solution commune. Est-ce que c'est ça que vous appelez le levier positif? Alors, le levier positif, c'est que toutes ces compétences socio-émotionnelles, elles s'entraînent. Il y a tout un tas de par le monde. On est capable de les entraîner si on travaille dessus explicitement, de manière directe ou indirecte, avec les jeux du faire semblant, enfin, toutes les choses habituelles. Il n'y a rien de nouveau. Mais maintenant, c'est quelque chose, c'est une préoccupation. Avant, on disait les émotions, il faut les mettre à la distance. Je suis dans mon job, surtout, faut pas. C'est quelque chose de négatif qui fait du bruit dans le système, c'est une perte de temps. Pas du tout, en fait, parce qu'on ne peut pas dire mes émotions, ça compte pas. Enfin, ça n'existe pas. Les humains, par définition, et des animaux aussi d'ailleurs, ont des processus émotionnels. Alors, Christian Berson, on sait que la gestion des rapports entre les personnes a une importance capitale. Et comme vous venez de le dire, Édouard Gentin, quand on a une information, il faut pouvoir gérer par rapport à ça. On se rend compte que beaucoup de gens ne savent pas gérer l'information en urgence. C'est un constat que vous faites aujourd'hui dans la capacité à créer un groupe de travail, on va dire, efficace. C'est ça le vrai défi ? Alors c'est la base, comme vous venez de le dire. C'est dans n'importe quelle organisation humaine, qu'elle soit professionnelle ou pas, c'est la capacité d'interagir avec les autres qui fait le succès. Et ça fait très longtemps qu'on démontre que les gens qui ont le plus de succès, c'est pas les gens qui ont le plus de technical skills, mais c'est les gens qui ont la capacité de travailler avec les autres, de créer du réseau, de créer du lien. Puis ce qui est juste fascinant, c'est qu'on n'entraîne ça nulle part. Vous disiez que j'étais psychologue. Moi, j'ai fait toutes mes écoles à Genève, j'ai fait le collège. Alors, j'ai appris à résoudre des équations avec des nombres complexes. J'ai fait des trucs machin. J'ai lu des bouquins en allemand que je n'ai rien compris. Même en psycho, on m'a jamais appris à interagir avec les autres. Alors que c'est la compétence de base qu'on devrait développer depuis le départ, parce que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Et peut-être encore plus aujourd'hui que dans le passé, parce que dans le passé, on pouvait être mauvais socialement, puis c'était pas grave, ça savait moins, et puis qu'on faisait avec. Aujourd'hui, tout de suite, tout le monde est extrêmement rapidement stigmatisé par rapport à ça, et puis on demande d'interagir dans des environnements complexes au travers de la technologie, des écrans directement. On est de plus en plus en réseau, donc on travaille pas avec les mêmes collègues pendant 25 ans, on doit pouvoir faire ça rapidement, et ça c'est vraiment la compétence de base. Mais pour développer une compétence comme ça, il faut toujours 2 partenaires. Il faut qu'on offre la possibilité, mais il faut aussi que les gens aient envie de le faire. Et ce que je trouve fascinant par rapport à ça, c'est que on voit bien qu'on survalorise encore dans nos sociétés les formations techniques.
Moi, quand j'étais à l'université, puis que je disais, je suis à l'uni, ils disaient, ah, je faisais psycho. Oh, parce que c'est un peu, ouais, les psychos, si tu sais pas quoi faire ou si tu vas résoudre tes propres problèmes, tu vas faire de la psycho. Et cette image, elle est toujours, c'est vrai d'ailleurs pour moi, mais c'est toujours, il y a toujours cette image aujourd'hui que c'est un peu. Alors, si on met un budget pour de la formation, on va mettre de la formation plutôt technique. On est capable d'envoyer des gens faire des MBA qui coûtent des fortunes, qui servent à rien pour la majorité des gens qui le font. Par contre, on va pas donner 1 heure de formation sur comment je fais une présentation en public, comment je vais négocier avec une personne, comment je gère un conflit. Débrouille-toi. Puis quand on se débrouille, en général, on n'est pas déçu. Voilà. Gaël Jourdan, on a tendance à attacher forcément les SIG à des compétences plus techniques, à des métiers plus techniques. Quand vous entendez ces deux prises de position, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous dites que... Fort. Ouais. Ça va être compliqué, ça va pas être compliqué? Non, ça va pas être compliqué. Alors, je me réjouis effectivement que ça soit enseigné. Donc, ce dont on parle, c'est les compétences interpersonnelles, qu'on appelle aussi des compétences soft, qu'on appelle aussi des compétences transférables, puisque et c'est vrai que, aussi étonnant que ça puisse paraître, nous, ça fait 4-5 ans qu'on a mis le cap sur les compétences sociales. De plusieurs manières. La première, c'est de recruter sur ces compétences sociales, parce que justement, pour toutes les raisons que je ne vais pas répéter, elles sont fondamentales. Elles sont d'autant plus fondamentales que ces compétences techniques vont soit évoluer, soit pour certaines disparaître, parce que c'est quand même les premières qui sont ciblées par ces changements. Tu vas intervenir, Irma? Non, mais je veux savoir concrètement comment vous faites. Je fais plus court alors, ça marche. Non, bah, okay. Parce que comme on cherche à savoir comment Elle veut la réponse. Comment on innove dans Je vais vous reparler du pont de la machine. Non, je crois que c'est un bon sujet quand même. Non, je mais plaisante. c'est intéressant de savoir, parce Donc, que c'est vraiment important ce que vous dites. Non, c'est vraiment important. Donc effectivement. Interrompre poliment, c'est une compétence sociale Non, importante. je lui reconnais. Donc concrètement, ça veut dire 3 choses. C'est que dans le système d'évaluation, et je n'ai pas l'impression de dire qu'on a déjà tout fait, parce que culturellement, on n'y est pas encore. Mais dans le système d'évaluation, à SIG depuis 4 ans maintenant, on évalue les savoirs techniques, et ils sont quand même super importants quand on touche de fil électrique, il ne faut quand même pas se mentir, mais aussi, à part égale, des compétences sociales, le savoir-être, la capacité à communiquer, à collaborer, à gérer le feedback, c'est quand même toutes les émotions qui nous font recevoir ou donner. Donc ça, c'était la première pierre. La deuxième, c'est qu'effectivement, on recrute, parce que la pression, elle est surtout sur les managers d'ailleurs, on recrute pour tous les postes d'encadrement avec des assessment centers collectifs où on va observer collectivement des mises en situation, parce que là, on revient sur le comportement, il faut qu'on puisse l'observer, afin de recruter des personnes qui ont déjà ce type de compétences. Alors, je ne vous dirai pas que s'il y en a un qui a que technique et puis qui n'a pas du tout de social, aujourd'hui, je pense qu'on ne recruterait plus, mais comme il y a de la pénurie, parfois on fait un petit écart. Néanmoins, dans l'évaluation de fin d'année, ça c'est terminé d'avoir quelqu'un très bon techniquement, mais qui a un savoir-être absolument détestable, qui ne sait pas communiquer, etc. Ça c'est fini. Donc effectivement, on progresse. Et puis en parallèle, les formations surtout de leadership, parce que c'est aussi des compétences de leadership, parce que le manager doit communiquer, doit résoudre des problèmes avec son équipe. On forme aussi nos managers, parce que si on a suivi l'histoire, il y en a beaucoup qui sont là depuis un moment, à cette communication interpersonnelle qui est si précieuse, effectivement, pour pouvoir évoluer dans ce monde qui est stressant, les émotions. Donc il faut gérer, mais aussi un monde qui est évolutif et qui sera abordable que si on le construit et on continue à le construire ensemble peut-être. Vous parlez beaucoup des managers dans votre discours, mais est-ce que finalement ces compétences sont recherchées à tous les niveaux de l'organisation ou finalement on les cherche vraiment au niveau des managers parce que c'est clé? À tous les niveaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un référentiel de compétences sociales. On a le technique, le social. Et le parti pris, c'était de dire chaque personne, quel que soit son métier, son niveau, son âge, participe à ces compétences sociales qui sont en lien évidemment avec nos valeurs et notre stratégie. Chacun à son niveau et chacun doit amener cette contribution et toutes les personnes sont évaluées et donc développées
même s'il y a encore des progrès à faire sur ces compétences. Alors pour répondre à ces questions, ceux qui vont passer un entretien d'embauche, eh ben, ils sont rodés, ils sont préparés, ils ont des réponses toutes faites. Mais on s'est rendu compte que quand on les met en situation, c'est beaucoup plus difficile de montrer une facette qui n'est pas la vraie facette. Et justement, Antoine Pictet, ça c'est un des avantages de vivre une expérience immersive, parce que quand on est mis en situation, qu'on est carrément dedans, on a une autre façon d'interagir pour apprendre. Vous pourriez nous donner, parce que c'est l'importance de l'éducation, l'exemple concret en biologie, par exemple, que vous avez mis en place? Oui, alors je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Je parlais des expériences qu'on offrait, de l'aspect social qui était une dimension extrêmement importante, y compris dans l'éducation, le fait d'apprendre ensemble, de partager les processus d'apprentissage, de le faire de manière collaborative est extrêmement important. Je reviens un tout petit peu, je fais un tout petit saut en arrière. À l'origine de Dreamscape, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Artanim, qui est une fondation genevoise. On est assez content de pouvoir le dire. Dont est issu Dreamscape, mais qui à l'origine travaillait sur des applications plutôt médicales et sur comment aider les médecins, les chirurgiens à opérer sur des images en mouvement plutôt que sur des images plates pour des problèmes d'articulation, de prothèse, ce genre de choses. Donc ils ont associé plusieurs technologies existantes, ils ont associé l'imagerie 3D, ils ont associé la capture de mouvement, qui c'est ce qu'on voit dans les films aujourd'hui, avec ces petites combinaisons avec plein de points qui permettent de faire tous ces blockbusters comme Avatar, et la réalité virtuelle. Et puis ils se sont rendus compte en faisant ça qu'ils arrivaient à créer un sentiment de présence qui aujourd'hui est aussi important pour nous que le côté social pour créer une émotion. Donc quand on immerge des gens dans une expérience, ils vont évidemment voir quelque chose dans le casque, ils vont entendre, mais ils vont aussi, on va faire appel à tous les sens. Ils vont toucher des éléments, ils vont ramasser des éléments qu'on dit haptiques, ils vont interagir les uns avec les autres, et tout ça fait que même si technologiquement parlant aujourd'hui ce qu'on voit dans un casque n'est de loin pas encore photoréaliste, on arrive assez vite à tromper le cerveau. Donc je parlais tout à l'heure du début de Dreamscape dans le divertissement, dans cette gestion de l'émotion qui vont créer de la mémoire. On a eu l'opportunité pendant le Covid, puisqu'on a dû fermer du jour au lendemain tous nos centres de divertissement. On s'est demandé comment est-ce qu'on allait utiliser nos ressources et on les a mises sur un projet qu'on avait déjà initié depuis quelques mois sur le côté éducationnel. Et on s'est dit que si on arrivait aujourd'hui à capitaliser sur ces émotions qui vont fabriquer de la mémoire, il y avait forcément quelque chose à aller chercher dans ce domaine-là, sachant que l'éducation est une des dernières industries qui n'avait pas été, pardon pour le mot en bon français, disruptée par la technologie. Et c'était un petit peu la vision des gens derrière, c'est de se demander comment ces plateformes pouvaient le devenir. Tout comme d'ailleurs, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la réalité virtuelle pourra avoir et aura certainement des implications dans beaucoup de domaines, dans l'éducation, dans le divertissement, mais pas que, dans le retail, dans la formation. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qui vont permettre de vivre une expérience, des émotions et de pouvoir apprendre. Et donc rapidement, on s'est engagé dans cette voie de l'éducation. On a créé une spin-off qui s'appelle Dreamscape Learn avec une université américaine qui s'appelle Arizona State University, qui est une des universités les plus innovantes au monde aujourd'hui. Alors on aime bien dire qu'elle est pilotée par un peu le Patrick Ebicher local, sous stéroïdes à l'américaine, et qui a vu dans ces technologies une manière de vraiment révolutionner la manière d'apprendre. Pourquoi ? Parce que si on est capable d'immerger les gens dans un environnement, de le faire de manière participative, ils vont s'en rappeler beaucoup plus. Et on a commencé à travailler sur le premier cours de biologie immersive, qui était basé sur une des expériences que vous parliez de Spielberg tout à l'heure, on a la chance de travailler avec. Il a développé une expérience qui s'appelle Alien Zoo, qui est un monde imaginaire peuplé de créatures imaginaires. Donc les étudiants vont se promener ensemble dans ce monde-là, mais ils vont utiliser des préceptes et des concepts pédagogiques prouvés et éprouvés pour aller comprendre pourquoi cet animal-là est malade, remonter la chaîne alimentaire et le faire de nouveau de manière sociale et participative. Et ça a un impact aujourd'hui, on l'a testé, on a fait des tests sur des focus group qui ont fait ce qu'on peut un peu considérer comme des laboratoires immersifs. Pour ceux qui se rappellent des labos d'Allemands à l'époque, voilà, on mettait un casque et on faisait nos exercices. Aujourd'hui, on peut utiliser ces technologies immersives pour pour donner des super pouvoirs au professeur qui va réussir en appuyant simplement sur un bouton à vous réduire à l'état d'une molécule, à vous faire voyager dans le temps et dans l'espace, à faire tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire dans la vie de tous les jours. Et forcément, on va appréhender les choses de manière complètement différente. Le premier contenu sur lequel on a travaillé,
qu'on propose encore aujourd'hui à Confédération Centre dans notre venue Dreamscape, s'appelle Genève 1850, est un voyage dans le temps, un retour en arrière dans la Genève de 1848 pendant ce qu'on appelait la révolution fasciste, avec des noms de personnages qu'on a plutôt l'habitude de voir sur des plaques de rue, James Fazy par exemple, ou le général Dufour. Et cette expérience-là permet de se balader dans Genève à l'époque, de rencontrer tout un tas de personnages illustres, mais elle nous permet aussi de faire venir des écoles, par exemple le matin, parce que l'environnement a été complètement inspiré du relief manien, qui est cette fameuse maquette qui est à la Maison Tavel, qu'on a digitalisée, et autour de laquelle on a créé l'histoire. Donc les écoles viennent le matin et vont faire quelque chose de fun, de participatif, et en même temps ils vont apprendre quelque chose, puisque tout ce qui est dedans est historiquement véridique. Petite info, la prochaine expérience sur laquelle on travaille, c'est la nuit de l'escalade. Donc je vous donne rendez-vous au mois de décembre pour vivre l'escalade de l'intérieur comme on a rarement pu le faire. Et vous avez des retours des professeurs, des éducateurs par rapport à l'impact que ça a sur leurs élèves? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors on a plus que des retours, on a fait des tests aujourd'hui, des focus group, comme je le disais tout à l'heure. Alors sur plusieurs centaines d'élèves, on n'est pas encore sur des échantillons de plusieurs milliers, mais on sait déjà que la différence entre les étudiants qui ont fait le laboratoire de biologie immersive ont des notes qui sont entre 20 et 25% supérieures à ceux qui ne l'ont pas fait, et ont une faculté d'apprentissage qui est de l'ordre de 3 à 4 fois plus rapide. Donc ça veut dire qu'on pourrait même imaginer à terme que ce type de technologie permet de faire un cursus qu'on fait aujourd'hui en 5 ans, plutôt en 4. Donc oui, on sait qu'il y a un potentiel énorme. Alors, quand je regarde un petit peu la génération, si je vous parle de « Il était une fois la vie », certains s'en rappelleront, d'autres pas. Mais imaginez « Il était une fois la vie », au lieu de le regarder à la télévision, aujourd'hui on peut vous mettre à l'intérieur, vous allez pouvoir interagir avec les personnages, et donc vous allez de nouveau vivre quelque chose qui va créer des émotions, qui va créer de la mémoire, et qui va permettre d'appréhender, comme vous le disiez tout à l'heure, certaines notions un peu plus compliquées de manière complètement différente. Ça ne va pas remplacer la manière de donner un cours aujourd'hui. Ça va, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, ça va créer des nouveaux besoins, des nouveaux métiers, puisque c'est pas évident de déconstruire ce qu'on a fait pendant 20 ans pour le reconstruire avec des nouvelles technologies, donc ça demande des vraies capacités. Mais néanmoins, ça donne envie, en tout cas personnellement, ça donne envie de redevenir étudiant. Édouard Gentin, on a parlé de compétences techniques qui sont bien sûr encore nécessaires aujourd'hui, elles n'ont pas disparu. On parle de grosses attentes envers des soft skills, des compétences qui ne sont pas techniques et qu'on doit développer, de coopération. Est-ce que finalement, c'est pas mettre trop de pression sur ce futur employé de 2030, de lui demander tout ça, d'assimiler tout ça? Est-ce que c'est pas trop lui en demander? Non, je crois pas, parce qu'en fait, il ne faut pas imaginer qu'il y aurait une quantité à obtenir à tel âge. C'est un processus évolutif, parce que même ces compétences-là, elles-mêmes, elles évoluent. Donc l'idée, c'est justement d'initier le système dès le plus jeune âge, pour que du coup, il y a tout un travail, une préoccupation de ces compétences-là, et puis au fur et à mesure des expériences et des besoins, eh bien, on va aller appuyer sur telle ou telle dimension. Et il y a tout un tas de compétences socio-émotionnelles qui ne vont pas être sollicitées de la même façon selon la branche métier, la branche technique. En plus, il ne faut pas imaginer que c'est des silos, hein. Tout ça, c'est extrêmement lié. Par exemple, les compétences techniques multisensorielles incarné, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée, qui montre que quand on apprend mieux, plus on mobilise le corps. Et plus on mobilise le corps, plus c'est lié au système affectif, parce que tout ça est intimement lié. Donc, et on apprend en faisant et en faisant des erreurs. Voilà. Donc vraiment, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. La façon de penser, comment on va enseigner, et plus ça va être implémenté au plus jeune âge, plus du coup ça sera facile après à développer pendant la formation continue, et puis en fonction des contraintes et des défis à chaque fois là, à relever. Juste pour compléter, parce que... On va poser les questions juste après. Dans 2 minutes, on vient vers vous, on vous donne un micro pour que vous puissiez poser la question. Justement, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas, on n'est plus le temps où on apprend et le temps où on travaille, et c'est effectivement pas des modules à passer, puis ensuite c'est que ça va être de la formation permanente, avec notamment l'évolution des compétences, des métiers. De toute façon, maintenant, le collaborateur et la collaboratrice, nous y compris, on va devoir continuellement, et ça c'est certainement un rôle de l'entreprise, qui l'a déjà, parce que de justement permettre ces évolutions de compétences continuellement. Et ça, je pense, c'est vraiment 2030 où on va... Et je trouve l'immersion assez efficace. Je dirais même que évolution et évaluation, c'est-à-dire qu'on a aussi une technologie aujourd'hui qui, même pour les ressources humaines, va permettre de mettre les gens dans un certain contexte, de les évaluer, de faire de l'assessment, de pouvoir aussi mettre un homme dans le corps d'une femme
et de vivre ce que pourrait vivre une femme d'un point de vue misogynie, sexisme Très autour bien. d'un board meeting. Voilà, on peut mettre les gens dans n'importe quel contexte. Ah, on est parti. D'un point de vue RH, il y a des opportunités qui sont assez fabuleuses également. Mais Christian Auberson, si on donnait un exemple concret, un conseil concret à ceux qui sont là ce soir, à savoir que vous avez observé les changements dans la manière de faire et d'interagir avec quelqu'un qui vient et qui cherche un job. Vous par exemple, vous ne supportez plus qu'on puisse dire à quelqu'un qui vient pour un emploi, bon, bah, qu'est-ce que vous avez à apporter à l'entreprise? C'est une mauvaise façon d'interagir avec un futur employé. Merci pour la question. Oui, faut dire oui. Oui, c'est une mauvaise façon. Oui, mais en fait, ce qui est une mauvaise façon d'interagir, c'est quand on agit de manière unilatérale. C'est-à-dire que dans l'histoire, je vais faire un peu d'histoire aussi, puisque je suis vieux, mais il y a eu des marchés d'employeurs, des moments où c'est l'employeur qui tient le couteau par le manche. Puis dans ces moments-là, pas tous, mais certains employeurs se comportent comme des gougnafiers et mettent de la pression, puis on se genre de questions, vous allez apporter quoi, etc. Puis on est dans le moment où on traite les gens comme des Kleenex. Puis il y a des moments où c'est les employés, c'est un peu le cas aujourd'hui, qui ont le couteau par le manche. Et ils peuvent aussi parfois se comporter, ce fameux loud quitting, et puis si j'ai pas ça, je pars, et puis si vous ne mettez pas à temps partiel, et puis si j'ai pas du télétravail, puis si j'ai pas du sens, je m'en vais. Mais c'est pas bon non plus. Donc ce qui est important dans toute relation, c'est qu'il y a un donnant-donnant, un équilibre. Et en fait, l'intelligence humaine, c'est de trouver la jonction entre ce donnant-donnant en tenant compte du fait que parfois il n'y a pas les compétences. Donc on doit transiger sur certaines choses. Parfois, il y a pléthore de compétences. Parfois, le job, il est méga intéressant, il est méga bien payé, des fois pas. Et comment on fait ensemble pour trouver un moyen de travailler ensemble? Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est faux de faire comme ça, parce que c'est que dans un sens. Mais par contre, de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il va apporter, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup dans ce que j'entends, c'est quand on dit le monde du travail doit s'adapter aux jeunes. Et je pense que c'est faux. Il doit s'adapter aux jeunes et les jeunes doivent s'adapter au monde du travail, et c'est comment on se rencontre qui est important. Mais quand on dit c'est à une partie de faire, c'est déjà très très mal parti. C'est ça que vous appelez le design participatif? Je sais pas, j'utilise pas ce terme-là, moi je crois pas. Mais C'est bien jusqu'à maintenant. Hein, mais ça fait le lien avec Édouard Jantin. moi j'appelle ça du donnant-donnant. C'est beaucoup plus basique parce que je suis plus à l'université. Alors, académique. c'est exactement ça. Et en plus, ça s'enseigne. Ça s'appelle entraîner à la coordination de points de vue. C'est même Piaget dans les années 30 qui avait. Enfin, je dirais rien de nouveau. C'est simplement du coordination de points de vue. Donc, moi, quelles sont mes contraintes? Et toi, quand tu m'emploies, quelles sont tes contraintes? Et on essaye de trouver cognitivement et affectivement, c'est ça la nouveauté, l'implication que ça a. Et ça s'entraîne dès le plus jeune âge. Et du coup, ça se fabrique par interaction, même en réalité virtuelle, et c'est ce qu'on appelle le design vraiment participatif. C'est ce que je voulais dire. Le donnant-donnant. Mais Édouard Jantin, ça suffit plus d'offrir un baby-foot aux jeunes pour leur dire, bah voilà, c'est sympa de venir travailler chez nous. Il faut aussi qu'il y ait une santé mentale qui est assurée. La santé mentale, typiquement, c'est le défi des prochaines décennies. Quand on voit ce qui s'est passé effet Covid, quand on voit ce qui se passe là dans les chiffres qui remontent partout, dans tous les pays occidentaux chez les jeunes, même Tribune de Genève de 3 jours, c'est un vrai souci, ça. Donc vraiment, on a fait, moi j'ai publié un rapport dans le Promotion Santé Suisse. Vous pouvez aller voir, les rapports sont disponibles. Sur la promotion de la santé mentale, ça se travaille dès le plus jeune âge. Et dès le plus jeune âge, il y a tout un tas d'outils qui existent, qui sont testés, validés partout en Suisse, de par le monde. Et c'est vraiment une action que les pouvoirs publics, dans toutes les organisations, mais ça s'entraîne, il y a des résultats, on peut quantifier les effets, on peut mesurer, il y a tout un tas de technologies qui existent. On peut le faire, vraiment. Frédéric Thomaset, vous avez observé des sociétés, ça crée des nouveaux métiers aussi, qui sont en train de se profiler sur ce secteur-là pour offrir ces choses-là. Et il y a plusieurs startups qui vont dans cette direction. Oui, forcément, on en interview. C'est une thématique qui est extrêmement reprise par les médias, par Bilan y compris. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que là, on vient de faire une enquête avec elle n'est pas officielle, donc je ne peux pas dire le nom du groupe, mais un groupe d'assurance par rapport à ces absences au travail et le rapport à la santé mentale au travail. Et en fait, c'est fascinant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a conscience de la thématique. Ça veut dire qu'on sait qu'on doit l'aborder, qu'elle est importante. Finalement, je pense qu'elle a toujours été là et qu'elle est venue sur le devant de la scène
parce que en fait, on voit que les absences liées, en tout cas de ce qui ressort de cette enquête, liées à la santé mentale, ne sont pas forcément en très nette augmentation dans notre échantillon. Mais par contre, la conscience de l'importance de la thématique, lui, a augmenté. Et après, ce qui est aussi fascinant, c'est que dans les réponses apportées, on en parlait au début, on n'a pas beaucoup mentionné les questions le changement de l'organisation, comment réorganiser une entreprise pour répondre à ce genre de défi. C'est fascinant parce que là, on voit qu'il y a encore du travail. Beaucoup essayent toutes les questions de flexibilité du travail, effectivement d'allègement du travail. On parle des semaines de 4 jours. Et en fait, les résultats ne sont pas forcément là. C'est-à-dire que j'ai envie de réagir, Christian. Mais voilà, mais ces réponses sont intéressantes parce qu'on voit que les entreprises essayent. Il y a des pistes qui sont extrêmement soutenues par les médias. Je sais que Christian Auberson est très fan de la question de la semaine de 4 jours. Mais voilà, mais c'est intéressant. Voilà. Non, Je réagis juste à ça, pardon. C'est que, c'est pas surprenant quand on fait la confusion entre les outils et le but, ça peut pas marcher. Le télétravail, le temps de travail, ce qu'on utilise aussi dans la formation, c'est des outils. Il y a des outils fantastiques aujourd'hui, mais ça remplace pas le but. Le but, c'est pas de télétravailler. Le but, c'est pas de travailler moins. Le but, c'est pas de travailler autrement. Ça, c'est des outils. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on fait cette confusion. Et quand on fait la confusion entre les deux, le problème arrive. Pardon, le problème arrive. Le problème arrive. Oui, et les problèmes arrivent, parce que si vous regardez toutes les enquêtes internationales, chez les enfants dès le plus jeune âge, la proportion de avérée santé mentale, alors il y a tout un tas de pathologies, ça augmente. Alors il y a plein d'origines, on ne sait pas trop tout ça, mais tout augmente. Donc cette génération-là, ces cohortes, elles vont arriver sur le marché du travail. Donc il y a bien falloir traiter ce problème avec tout un tas d'outils à disposition. Alors, il y en a plein, hein, mais vraiment, c'est une vraie préoccupation. À l'Uni, avec nos étudiants, on a aussi ce souci-là. Et Covid a majoré tout ça. Donc vraiment, la génération qui arrive, regardez les statistiques, tout augmente tranquillement dans toutes les psychopathologies et troubles. Mais il me semble quand même que les entreprises maintenant se préoccupent de plus en plus, non pas des absences, mais du bien-être, même si et qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises tout simplement parce que si on a du plaisir au travail, c'est gagné. Quel que soit ce qu'on a à faire, quels que soient les efforts qu'on nous demande. Et ces conditions de bien-être, c'est celles-là qui combattent en fait contre. Alors, je ne dis pas pour la santé morale de nos petits, malheureusement, mais c'est vraiment le rôle de l'entreprise. De plus en plus, on n'est de loin pas les seuls, où on essaye de mettre tout en œuvre pour que les personnes elles soient respectées, d'une part, qu'elles aient justement cette flexibilisation. Je te rejoins, c'est un outil, c'est qu'elles aient de la confiance, de l'autonomie. Est-ce que c'est pour ça que vous avez changé le terme de ressources humaines en relations humaines ? C'est pas pour ça, mais c'est aussi pour ça. En fait, effectivement, avant, ça s'appelait ressources humaines, mais alors ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure entre l'acheteur, le vendeur, et que les relations se sont rééquilibrées. Et finalement, de quoi on parle c'est vraiment c'est le lien qu'on a avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, qui sont au centre des préoccupations pour leur bien-être, pour la performance, mais aussi les relations entre nous. On a dit l'homme est un animal social, mais aussi avec les partenaires sociaux, avec les clients, etc., etc. Et donc, effectivement, le choix du nom était quand même assez impactant, puisqu'on arrête de considérer le collaborateur et la collaboratrice comme une vulgaire marchandise, mais au contraire, on converse, on a des émotions, et on est en collaboration. Donc, c'était vraiment le sens de ce nom. Je pense que le Covid, si je peux rebondir là-dessus, ce que le Covid nous a montré aussi, on parle beaucoup de liens d'humain, de remettre l'humain au centre, de liens sociaux. Ça nous a montré aussi quelles étaient les limites de ce qu'on pouvait faire à la maison et de nos besoins, de notre envie d'aller vivre des expériences avec d'autres gens. Et voilà, nous en tout cas, ça fait partie de notre approche. Je parlais tout à l'heure de créer des expériences qu'on ne peut pas vivre à la maison. De la même manière où la réalité virtuelle, c'est pas du 100% digital. On parlait de Zoom. Peut-être que la réalité virtuelle, il y aura des nouveaux outils, des nouveaux moyens de se rencontrer dans une dimension parallèle ou digitale, toujours sociale. Néanmoins, ça ne remplacera jamais le fait de vivre une expérience quelque part. Et on a parlé d'éducation, on a parlé de divertissement, on travaille aujourd'hui sur l'aspect retail, et les nouvelles générations, elles sont très au fait de ce qu'elles peuvent faire grâce aux outils
qu'elles ont à disposition aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent commander sur Amazon, mais elles sont aussi très au fait de l'envie qu'elles ont d'aller vivre quelque chose de différent quand elles vont dans une boutique. Et l'avenir à ce niveau-là, il va être, voilà, qu'est-ce qu'on peut créer comme expérience qui sera à cheval entre le physique et le digital, mais qu'on ne pourra pas vivre à la maison. Et ça, c'est un peu le fil rouge, je pense, dans tous ces domaines, c'est comment est-ce qu'on va aller créer du lien social en vivant quelque chose de différent. Alors dans un instant, on va vous donner la parole à vous pour que vous puissiez poser des questions, mais peut-être pour terminer, Frédéric Thomaset, vous voulez peut-être rajouter une question ? Non, alors moi en fait j'avais juste une question en Berson, c'était je voulais demander si tu étais prêt à changer HR Genève en relations humaines Genève. Non, c'est pris le... Non. Attends. Non, oui, pourquoi pas. Mais en fait, aujourd'hui, la fonction RH, alors bien sûr que c'est important. On est passé de service du personnel à ressources humaines à relations humaines. C'est important de faire cette évolution, mais c'est pas la priorité. C'est comme, en tout cas, ça s'appellera jamais Chief Happiness Officer, ça c'est sûr. Il y en a de plus en plus. Oui, parce que alors ça, franchement. Ça, moi, ce job-là, je le voudrais surtout pas. J'arrive déjà pas à être toujours heureux moi-même. Alors, m'occuper du bonheur des autres, c'est un truc que j'accepterais pas. Mais je pense que c'est important. Moi, ce que j'aime bien dans relations humaines, c'est qu'on met l'emphase sur le fait, justement, comme tu le disais, qu'on est dans une logique de partage. Et ça, je pense que c'est très important et pas une logique de ressources, c'est-à-dire, voilà, t'as une ressource que j'utilise. Mais c'est vrai dans les deux sens, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des employés qui utilisent leur employeur comme une ressource. Donc, on est plutôt dans une logique de relation, et ça, je pense que c'est bien. Après, derrière ça, et les SIG n'ont évidemment pas fait que ça, il faut qu'il y ait un vrai travail, une vraie intention, parce que des valeurs sur les murs, il y en a beaucoup, des grandes déclarations, il y en a beaucoup. Après, aujourd'hui, on ne peut plus faire une phrase sans prononcer le mot bienveillance. Hein, tout le monde est bienveillant. Mais en fait, il n'y a jamais eu, à mon avis, autant de conflits et de dureté parfois dans les relations, et surtout d'égocentrisme et d'égoïsme. Et si relation, ça veut dire que la fonction RH, elle doit contribuer à remettre les gens en logique collective et au travail ensemble. Alors je pense que ça fait du sens, parce qu'aujourd'hui, ce dont on souffre beaucoup, et le télétravail, c'est une loupe de ça, c'est l'individualisme, le repli sur soi, et le fait que chacun travaille dans la logique de dire c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Mon collègue, il va pas bien, c'est pas mon problème. Le client, il a besoin de quelque chose, c'est pas mon problème. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est très, 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 très embêtant. Alors, relation, oui, parce que la relation veut dire que je suis en lien avec toi et que j'ai envie de t'aider. J'ai envie de t'aider. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est assez intéressant parce qu'on voit que dans cette discussion, finalement, dans les compétences sur lesquelles on s'est penché, c'est plutôt sur celles qui font appel aux soft skills. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'il faut se concentrer là-dessus. Vous aviez une question, je vous donne la parole en premier. Peut-être, on vous donne le micro parce que c'est enregistré, comme ça on a votre question enregistrée dans le micro. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. La question, elle est pour Antoine. Je voulais savoir, comme le télétravail est très présent et va certainement continuer à se développer, surtout avec les générations Z. Et comme vous êtes dans le monde développement d'outils dans la réalité virtuelle, est-ce que vous pensez qu'il y aura des outils très prochainement pour vivre une vie professionnelle à travers la réalité virtuelle ? Ou dans la réalité. Donc, c'est ma question par rapport à comment nous allons travailler en 2030. Alors, je ne suis pas devin. Ce que je pense, c'est que, de nouveau, il y aura des choses qu'on pourra faire grâce à ces outils-là. On va pouvoir se rencontrer. La beauté de cet outil-là, c'est qu'elle permet à quelqu'un qui est à Hong Kong de rencontrer dans le même univers quelqu'un qui est à New York et en même temps quelqu'un d'autre qui est à Genève. Donc, ça va pouvoir créer des environnements participatifs. Néanmoins, je pense que ça ne remplacera jamais complètement le fait de se voir en présentiel. Il y a des choses qu'on n'arrivera jamais des émotions en tout cas qu'on n'arrivera jamais à transmettre à travers un Zoom modifié en réalité virtuelle. Donc des outils de téléprésence, oui, évidemment, il y en aura. Est-ce que ça remplacera ? Est-ce qu'on travaillera ? Non, c'est pas remplacer, comme vous dites, c'est quand on est sur l'international pour qu'on puisse quand même vivre des émotions, parce que là on parle quand même beaucoup d'émotions entre les gens. Oui, mais ça remplacera. Je pense qu'il y a certaines choses que vous pourrez vivre sans vous déplacer. Et il y a aujourd'hui, ça répond à des enjeux aussi
important d'un point de vue de l'éco-responsabilité. Le fait de ne plus prendre l'avion pour aller faire une réunion de 2 heures à Paris ou à Londres alors qu'on peut juste faire un Zoom. Mais ça ne remplacera jamais le fait de voir quelqu'un, que ce soit pour négocier, que ce soit pour faire passer quelque chose. Je pense qu'on sera de nouveau dans un mix des deux et qu'on ne sait pas encore exactement aujourd'hui quelle va être la balance quelque part entre ces outils digitaux et la présence physique. Mais selon moi, en tout cas, on sera toujours il y aura un certain équilibre entre les deux. Il y avait une question ici. Merci, en tout cas c'est assez intéressant. Et mon nom est Michel Barrault, voilà, je fais aussi partie de la Fondation Nomade. Moi j'avais une question pour Gaël et pour Antoine, parce que Antoine, vous avez expliqué qu'il y avait des écoles qui venaient chez vous passer une partie de leur matinée, une sorte de formation, et peut-être historique d'ailleurs, le cours d'histoire, ou peut-être géographique aussi, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait imaginer. Donc est-ce que dans le programme de l'enseignement du canton de Genève, par exemple, mais d'autres cantons, et pourquoi pas dans le monde entier, est-ce que vous allez avoir un rôle important? Est-ce que votre technologie, Dreamscape Immersive, la technologie que vous avez développée, ça peut être aussi bien au niveau scolaire, mais ça peut être aussi bien dans les entreprises? Est-ce qu'il y a aussi une taille d'entreprise? Moi, j'ai une entreprise, on n'est que 8 personnes. Est-ce que dans mon entreprise, vous pourriez faire des formations avec cette technologie-là, pour certains métiers, naturellement, pour que les gens soient plus facilement motivés et plus facilement capables à travailler sur ces nouvelles technologies. Donc nous, on sensibilise les jeunes à des nouvelles technologies par rapport à la décarbonation de la planète. Et naturellement, il y a plein de métiers à apprendre et ça permettrait peut-être de les apprendre plus rapidement et d'une façon peut-être plus attractive pour ces jeunes qui sont là, par exemple. Voilà. Et comment vous, par exemple, au service industriel, vous pensez intégrer justement des cours ou des formations de ce type dans l'avenir? Alors, on a une technologie qui est assez lourde. Encore aujourd'hui, la technologie, elle évolue vite. Un de mes patrons aime bien dire que technologiquement parlant, aujourd'hui, on est encore au Nokia 8000. Encore pour donner une bonne référence aux jeunes générations, on n'est même pas à l'iPhone 1. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la courbe de progression. On aurait une technologie qui serait probablement un peu lourde pour des petites sociétés. En revanche, aujourd'hui, on travaille effectivement pour des sociétés un petit peu plus grandes, qui ont forcément un petit peu plus de moyens et de ressources, pour essayer de créer des outils de formation interne pour, là encore, essayer de faire passer des concepts pédagogiques qui sont compliqués à comprendre avec des techniques pédagogiques traditionnelles. Effectivement, les écoles viennent chez nous le matin. Il y a une dimension ludique et en même temps pédagogique. Donc je pense que il y a plein de boîtes qui font des choses comme ça aujourd'hui avec différentes technologies, plus ou moins lourdes, plus ou moins chères, plus ou moins qui prennent plus ou moins de temps. Mais c'est forcément des outils qui vont se développer de plus en plus. Donc on va peut-être signer un contrat. Non, il y a deux choses qui sont certaines. Je me demandais s'il y avait le pont de la Machine dans la visite de Genève de 1800, parce que c'est exactement la date. C'est plutôt sur la vieille ville, mais... Ah ouais, on n'est pas loin. Non, il y a deux éléments, parce que c'est vrai que la formation, c'est quand même ce qui va nous sortir de tout ça, les reconversions par rapport aux évolutions de métiers. Donc c'est vraiment très important et qu'on doit absolument diversifier. Nous, on a commencé à notre niveau. On doit diversifier les modalités de formation parce qu'on est loin maintenant des grands amphis où on déroule son cours et puis au bout de 2 jours, tout le monde a oublié. Et nous, on tend à vouloir développer aussi tout ce qui est expérimentation. Donc ça rejoint ce point. On avait fait un essai sur tout ce qui était harcèlement parce qu'il y a pas mal de choses pour justement... c'est le truc de la peau d'un homme dans une femme, etc. Mais oui, effectivement, c'est des modalités qu'on trouve très intéressantes et vers quoi on va aller d'une manière ou d'une autre. Il y a un des aspects dont on n'a pas parlé, c'est encore un bon mot français, c'est la gamification. C'est le fait que la réalité virtuelle aujourd'hui, elle permet de mettre les gens dans un contexte et surtout de créer de la motivation. On parlait tout à l'heure d'applications médicales, par exemple. Ce type de technologie aujourd'hui peut permettre pour la rééducation de mettre quelqu'un dans un environnement beaucoup plus agréable, de créer un univers aussi avec des récompenses, à le faire progresser plus vite. On se rend compte que dans la rééducation, souvent quand un physio va prescrire 8 ou 10 séances, il sait très bien qu'en vrai,
les exercices, son patient va les faire à 20 ou 30%. Et la réalité virtuelle aujourd'hui peut permettre de gamifier cet environnement, de récupérer plus vite, que ce soit physiquement ou de traiter des troubles obsessionnels compulsifs, par exemple. Donc voilà, il y aura plein d'applications qui vont utiliser un petit peu cette unicité de ce que cette technologie peut apporter. Quand vous dites gamifier, on se rend compte que aussi, pour faire du recrutement, c'est très intéressant parce que justement, quand on demande à quelqu'un, si on s'y connaît, hein, dans quel jeu il joue, quel personnage il est dans le jeu, et bien là, on sait si c'est un leader, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire du debriefing, s'il est plutôt solitaire, s'il construit. Donc ça donne vraiment des informations sur le profil de la personne. Ça, c'est un outil que les RH commencent à utiliser. Édouard Gentin, vous vouliez réagir ? Oui, c'était juste par rapport à l'intervention sur le déploiement, par exemple, dans les écoles. Tout ça, il faut faire attention. Là, mon collègue vient de donner les limites. Imaginez chaque école qui aurait une salle entièrement dédiée de réalité virtuelle. Là, pour l'instant, on en est très... Enfin, vous voyez ce que ça implique en gestion. Enfin, c'est pas rien. Déjà, dans les écoles, quelques tablettes, c'est compliqué. Là, on n'en est pas là. Donc, je veux dire, ça prend du temps. Il faut de l'espace, des gens, de la technologie accessible. Ça se périme très vite, donc un truc qui renouvelle. Enfin, derrière, ça veut dire que c'est un vrai choix. Enfin, vous voyez, on peut faire un gadget, en avoir un pour 50 écoles, mais ça n'aura pas d'effet. Si vous voulez vraiment du déploiement, ça veut dire que c'est des choses dans chaque école où on peut imaginer, il y aurait une salle où les maîtres pourraient programmer des séquences. Mais enfin, quand on raisonne sur l'ensemble des écoles, c'est majeur comme changement. Juste avant de céder la parole à la question, juste Édouard, moi je suis intrigué par rapport à l'apprentissage via la réalité virtuelle et l'outil de réalité virtuelle. Vous le percevez comment? C'est quelque chose que vous avez étudié dans le cadre... Oui, on a fait, alors à plein de moments, nous on a fait par exemple sur des chirurgiens pour faire on aidait avec des retours haptiques, tactiles, pour quand ils perdent derrière la nuque, enfin, avec des aides parce qu'ils sont submergés d'informations visuelles et auditives, donc on utilisait les retours tactiles. On peut faire ça sur aider à tracer des lettres avec des retours haptiques, mais ça vaut des fortunes autrefois. Il y a 10-20 ans, maintenant, avant c'est $30 000. Mais au-delà du prix, de la difficulté de mettre en place l'efficacité. Du coup, il y a des effets positifs, oui, bien sûr, parce que tout ça permet, mais derrière, nous, à un moment donné, on avait pas mal développé de stylos intelligents, entre guillemets, pour aider un peu à piloter, mais derrière, ça a un tel coût d'entretien, la technologie... derrière, il faut avoir les moyens qui suivent pour l'entretenir, parce que dès que ça tombe en panne, personne ne va venir réparer, et le truc il part dans un placard et c'est terminé. Hein. Bonsoir, merci beaucoup. On parle de comment travaillerons-nous en 2030, et il y a un aspect qu'on n'a quasiment pas du tout abordé, c'est le changement climatique, dérèglement climatique, catastrophes naturelles, etc. Vous avez parlé de management, de recrutement principalement, et donc comment vous voyez la relation que va falloir avoir pour avoir l'empathie nécessaire pour comprendre ce que nous, les jeunes, comment on ressent face à l'incertitude climatique et pour certains et certaines l'éco-anxiété, puisque dans quelques expériences professionnelles que j'ai pu avoir, même si on a l'impression que la personne se sent écologiquement sensibilisée, etc., en fait, elle est incapable de comprendre ce que c'est l'incertitude climatique pour nous. Christian Berson, peut-être... Non ? Gaël Jourdan. Mais je sais, non, mais parce que c'est important. Est-ce que ça veut dire que c'est à l'entreprise de s'adapter et d'essayer de rassurer le futur employé sur ces questions-là et de montrer. Aujourd'hui, il y a des réglementations, il y a des choses très claires que l'entreprise doit faire avec la réduction de consommation en CO2, par exemple. Donc il y a un cahier des charges déjà qui est avant 2030. Mais enfin, l'éco-anxiété, elle est partagée, et les entreprises, elles le sont aussi. Maintenant, la difficulté, c'est que personne ne sait vraiment comment faire. On parlait d'urgence, et puis on sait qu'on doit agir, mais c'est compliqué, parce qu'agir, c'est faire des arbitrages, c'est renoncer. On parle de décroissance, par exemple. Alors, ok, décroissance, tout le monde est plus ou moins d'accord, mais quand il faut commencer à se l'appliquer soi-même et à se l'appliquer dans nos modes de consommation, c'est très très compliqué. Un chiffre, je n'ai pas vu hier, l'Office fédéral a annoncé que pour arriver aux objectifs 2035 d'électrification des voitures, il faut poser 2 millions de bornes en Suisse. Ça veut dire 700 par jour.
à partir d'aujourd'hui, 700 par jour de nouvelles bornes en Suisse pour qu'on soit à 2 millions, pour que ça permette de faire face au parc. Alors, c'est super, il faut mettre 2 millions de bornes, mais si on veut mettre 2 millions de bornes, on a méchamment intérêt à se retrousser les manches. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Malheureusement, le rythme humain, il reste lent, parce que la prise de conscience, trouver des solutions, les implémenter, le faire, passer par-dessus les petits égoïsmes personnels, etc. Et c'est pas souvent les entreprises, elles ne sous-estiment pas, et notre génération, elle ne sous-estime pas l'enjeu, c'est que c'est pas simple du tout de faire, et on attend aussi les propositions d'ailleurs de votre génération pour ça, pour voir comment on va changer ça. On parle de créer des nouveaux métiers. Vous avez vu qu'il y a toute une filière de métiers sur ces nouveaux métiers qui vont permettre de changer l'empreinte de l'humanité, mais on ne forme pas les gens en 3 ans ou en 5 ans. Il faut créer la filière, il faut la développer, etc. Donc on est sur des temps longs alors qu'on devrait réagir sur des temps courts, et ça, on ne sait pas très bien faire. Vous avez parlé de l'objectif de la Confédération. L'objectif, c'est qu'en 2050, le budget carbone par personne soit de 1 tonne. On est à 14. Donc l'électrification des transports, c'est totalement n'importe quoi. Enfin, créer des bornes à 1 tonne de CO2 par personne, mathématiquement, ça ne joue pas. Donc c'est pas possible. Mais comme 700 bornes par jour pendant 12 ans, ça ne marche pas. Mais au moins, je dirais, moi je suis un optimiste, donc au moins on avance, on prend conscience, on essaie de trouver des solutions. Elles sont loin d'être parfaites et suffisantes, certainement. Mais sinon, si on rentre vraiment dans une logique d'urgence, on rentre dans une logique de totalitarisme de décision, qui est d'ailleurs la tentation de certains. J'ai discuté avec une personne qui est membre de Extinction Rebellion, qui avait une vision très totalitaire en disant maintenant c'est trop grave, on crée un triumvirat de scientifiques qui prennent le contrôle du monde et qui décident. Et alors là, moi, je rentre dans la résistance et je commence à tirer. Parce que chaque fois que l'humanité a donné son destin à quelques personnes qui se sont autoproclamées les justes, ça s'est très mal terminé. Mais on devrait aller plus vite, mais dans un processus démocratique, mettre en mouvement 8 milliards de personnes, c'est compliqué. Nadia Ourad de la Fondation Nomade a une réponse pour vous. Oui, en fait, c'était juste pour recadrer le débat de ce soir. Alors, c'est clair que l'urgence climatique, elle est extrêmement importante et c'est l'un des axes qu'on travaille au sein de la Fondation Nomade. Ce soir, c'est vrai qu'on s'est centré vraiment sur l'innovation dans le développement des compétences, quels que soient les défis. Donc, je rappelle les 3 défis majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui. Les défis démographiques avec le vieillissement de la population, les défis écologiques avec l'urgence climatique, bien entendu, et le défi du numérique et du digital. Donc c'est vraiment les 3 transitions qui impactent fortement le monde du travail et qui vont impacter tous les métiers et toutes les compétences qu'on va devoir développer, en particulier d'ici 2030. Donc on ne va pas pouvoir aborder malheureusement cette question en détail aujourd'hui, mais volontiers, s'il y a plein de personnes intéressées par la thématique, comme c'est tout ce qui est en lien avec l'avenir du monde du travail, on le développe sur différents axes et différents thèmes. C'est quelque chose qu'on pourra refaire avec certains experts éventuellement qui voudront, ou d'autres qui sont plus spécialisés sur la question, sur un autre afterwork. Alors, on va pouvoir continuer à discuter. On a plein de choses à se dire encore, j'imagine. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a la possibilité de faire le cocktail. Avant de vous donner la parole, Nadia Ourad, je voudrais juste terminer avec Frédéric Thomasset. Il y a un aspect qu'on a évité, parce que c'était très intéressant. Chacun de vous a vraiment fait très attention de parler à chaque fois de l'humain, de l'importance de l'humain, la concentration sur l'humain. Or, aujourd'hui, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la technologie, le développement de la technologie et la technologie qui pourrait prendre la place de l'humain. Est-ce que vous pensez, avec l'enquête que vous avez menée, Frédéric, que l'évolution technologique est un danger ou un allié en matière notamment de ressources humaines ? Bon, il y a plusieurs... Ouais, je vous ai rejoint là. Déjà, et je ne peux pas du tout relancer le débat. Je pense que la question, elle était aussi super intéressante dans le sens où, en fait, comment on peut sensibiliser, vu que l'idée c'est d'amener d'autres gens à venir travailler à 2030, comment on peut sensibiliser des générations peut-être moins sensibles, ou qui sont apparemment moins sensibles, à parler à des gens qui sont plus sensibles, à parler d'éco-anxiété. Peut-être qu'en face, quelqu'un ne comprend pas l'éco-anxiété. Et la question, c'est comment est-ce qu'en interne aussi, on peut former ou faire comprendre ce que c'est. Ça, c'est... Mais je ne vais pas relancer, pardon. Par rapport à la question de la technologie, elle est fascinante parce que, en fait, moi, je trouve surtout ce qui ressort des débats, c'est finalement à quel point on va peut-être passer de compétences ou de nécessité de compétences plus techniques à des compétences moins techniques. Et finalement, à quel point, moi je trouve, on revient dans les discours, on en a parlé avec Antoine, on revient à la nécessité, peut-être pour 2030, de revenir à des compétences, en fait, des soft skills qui sont extrêmement fortes. Qu'est-ce que c'est qu'une idée ? Ce que c'est qu'un storytelling ?
ce que c'est qui sont finalement quelque chose de très personnel, qui sont des compétences qui sont pas technologiques et qui seront peut-être supportées par la technologie. Mais voilà, moi je trouve, on a vu avec ChatGPT, là on en parlait, qu'il y avait plein d'enquêtes qui sortaient aussi sur quel métier tend à disparaître, etc. Mais maintenant la question, et je pense que par exemple les SIG travaillent beaucoup dessus, ça va être la question de comment est-ce que on accompagne, comment est-ce qu'on forme différemment les gens, comment est-ce qu'on on les encourage à travailler autrement, et puis ça reprend un peu toutes ces thématiques-là, celle de la formation, de l'éducation et de l'accompagnement. Et je pense qu'on peut encourager tous nos intervenants en les applaudissant. Merci beaucoup. On peut évidemment continuer à discuter ensemble, mais juste le mot de la fin avec Nadia Ourad, qui est la responsable du Hub Futur des Jobs à la Fondation Nomade, qui pourra donner le prochain rendez-vous. Exactement. Donc déjà, un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation et votre présence ce soir. C'est vrai que c'est une thématique qui intéresse beaucoup et comme vous le voyez, qui est très riche. Donc on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, on n'a pas autant de temps devant nous. Mais vous pourrez continuer à discuter et à échanger après ce moment, donc n'hésitez pas. Simplement peut-être pour préciser par rapport à l'avenir du monde du travail que déjà d'ici 2027, ce qui est un petit peu annoncé dans les prévisions, c'est d'avoir des changements de 44% des métiers, donc les core skills, vraiment les compétences métiers. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette logique de devoir anticiper l'avenir et de se poser la question de comment développer ces compétences. Et notamment 23% des métiers sont amenés à changer. Donc c'est vraiment quasiment un quart des métiers existants aujourd'hui. Certains vont disparaître, des nouveaux vont émerger. Donc c'est vraiment des réflexions fondamentales pour tout un chacun en termes d'employabilité et d'avenir du monde du travail. Donc c'est un peu dans cette logique et dans ces réflexions qu'on organise tous ces événements et tous ces after-work pour nous aider à travailler ensemble, co-créer ensemble sur de nouvelles solutions. Et j'espère que ce soir, avec tous nos intervenants, ça vous a donné des idées, des pistes, des nouveaux outils, j'espère, pour avancer sur cette thématique de développement des compétences. Le prochain afterwork, donc déjà aussi remercier SIG qui a co-organisé cet événement avec nous. Donc c'est l'un de nos partenaires clés. On va remercier tous les intervenants pour leur participation et toutes les informations précieuses qu'ils ont pu partager avec vous ce soir. Donc n'hésitez pas à continuer. La prochaine soirée, le prochain afterwork de la Fondation Nomades aura lieu le 22 juin prochain. Alors toujours par rapport à cette thématique de l'avenir du monde du travail, donc n'hésitez pas si vous voulez continuer. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on essaye d'apporter à chaque fois un regard différent pour qu'à chaque afterwork, vous ayez des idées, des outils sur des thématiques qui se compléteront tout au long de l'année. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Et puis continuez tous les échanges et les discussions, n'hésitez pas, et on est là si besoin. Merci beaucoup.